Merci. C'est un honneur pour moi de présider la séance de l'ICI et de l'Ailleurs Communication et Identité et de présenter Livia Reis, professeure à l'Université fédérale Fluminense. Livia Reis est directrice des relations internationales. Elle a également promu le programme POOL qui permet aux étudiants d'apprendre des langues étrangères. Enseignante en littérature, elle travaille sur le dialogue littéraire et culturel entre les pays hispanophones d'Amérique latine et le Brésil. Et nous allons écouter sa communication, Comunicação Brasil e América Latina entre o local e o global. En français, en Amérique latine, mondialisé au local. Bonjour à tous et à tous. Merci beaucoup à l'Université de Pau pour l'invitation, et spécialement à Eden pour cette semaine très jolie ici à Pau. Et merci à tout le monde parce que je sais que tout le monde, nous sommes très fatigués. Nous sommes les derniers des jours. Bon, comme Monica sait, je ne parle pas très bien le français. Mon français, c'était très faible. Mais comme tous mes collègues nous donnent... Non, anglais. C'est un grand effort pour parler en français. Buenos espagnol. Je suis professeur d'espagnol. Hein? Pour tous les Espagnols ici, je suis professeur de littérature latino-américaine et langue espagnole. Une autre chose que je montre, les tests là, parce que mon français c'est très mal. C'est plus facile pour comprendre. Dans cette communication, ce n'est pas essai parce que c'est découpé pour tenter de faire une 20 minutes. Dans cette communication, nous allons travailler sur quelques tests qui étaient produits à des moments décisifs du processus de recherche de l'identité culturelle en Amérique latine, de l'avant-garde du début du XXe siècle, en passant pour le boom littéraire du XVIe, pour arriver à la postmodernité de ce début du XXIe siècle. Quels sont les changements épistémologiques qui ont déterminé que notre cadre d'études littéraires s'ouvre d'une multiplicité de questions qui s'imposent lorsque veut penser l'Amérique latine et son identité? Il y a de nombreux changements dans les paradigmes d'analyse. Nous avons donc décidé de mettre en lumière quelques points de repères qui ont orienté notre débat, sans nous préoccuper d'être réducteurs ou essentialistes, ni d'offrir des réponses définitives aux nombreuses questions qui concernent le thème. En ce sens, ce test vise à retracer quelques lignes du parcours de l'Amérique latine dans l'univers mondialisé, sans toutefois renoncer à cette marque d'identité locale. Depuis l'explosion de l'avant-garde au début du XXe siècle, l'Amérique latine vit une tension dialectique permanente provoquée par la relation complexe entre les locales et les mondialisés. Diverses poétiques ont tenté de repasser l'apparente contradiction contenue dans ce désir d'être moderne et universel et de réaffirmer à la fois le caractère local et régional qui, d'une manière ou d'autre, traduit le fait de réclamer et d'affirmer une identité qui est périphérique, bien occidentale et fruit du colonialisme européen, résultat des siècles. Merci, Paula. Você pode fazer isso sempre que você quiser. Siècle de mestissage, tout cela les rend différentes et spécifiques. Dans ce qu'on appelle l'univers mondialisé, ces revendications identitaires et périphériques continuent de marquer l'autorité du continent.
le débat s'établit à partir de la définition de notre champ d'études. À quel espace culturel nous référons lorsque nous parlons d'Amérique latine? Que se habla quando se diz América Latina? De que se habla? Notre champ d'observation est la totalité des pays de langue espagnole, le Brésil et les Caraïbes ou Antilles. L'incorporation du Brésil, traditionnellement laissée en dehors de ce qu'on appelle habituellement Amérique latine et des pays des zones des Caraïbes, qui ne sont pas tous de langue latine, introduit la complexité de la géographie culturelle et maintient en évidence la fragilité de certains paramètres qu'ils sont utilisés isolément, comme dans le cas des langues, pour définir les domaines d'études et de recherche. Vu son angle d'héritage colonial, notre condition de pays occidental et périphérique est plutôt similaire. Le Brésil et l'Amérique hispanique. Pour tous les étrangers européens, le Brésil et l'Amérique hispanique, c'est la même chose. Mais pour nous, les Brésiliens, et pour les parlants, les hispanophones, ce sont des choses différentes, très compliquées. Mais je montre ici les similarités. Vu de son angle d'héritage colonial, notre condition de pays occidental et périphérique est plutôt similaire. Par ailleurs, lorsque nous analysons à partir du processus d'hybridation et de métissage, elle offre une grande diversité ethnique et culturelle. Pour certains pays comme le Brésil, c'était le passé romantique, le romantisme commun qui déterminait le début de la formation d'identité et de la conscience nationale. C'est ce passé au Brésil. Dans la plupart des pays hispaniques, même s'ils n'ont vécu leur processus d'indépendance politique avant le Brésil, les questions d'identité culturelle et littéraire, dans le contexte de la formation culturelle et littéraire, à partir du modernisme hispanique, seulement à partir du modernisme hispanique, c'est-à-dire dans les dernières années du 19e siècle, symbolisé par le grand nombre d'icônes du mouvement de modernisme qui en espagnol s'appelle modernisme, en Brésil et en France s'appelle symbolisme. Le poète Rubén Darío, qui est cité par mon ami Jobim. Les avant-gardes d'Amérique latine et le modernisme brésilien ont été des mouvements radicaux des rapprochements d'extrêmes. L'influence esthétique importée d'Europe sont présentes. En même temps, elles dialoguent avec les problématiques identitaires nationales et continentales. Produit la dialectique du local, de l'universal, du régional, du cosmopolite, enfin du local et mondialisé. Ces lignes de force seront présentes tout au long de notre processus de modernité durant le XXe siècle. Ils sont encore actualité au nouveau millénaire. Depuis les années 20, la culture et la littérature d'Amérique latine ont cherché à donner de façon plus ou moins systématique un sens à leur modernité à partir de leur situation périphérique. D'un côté, les vigueur et la diversité de leur culture se sont chargés de fournir un répertoire de formes et de représentations qui reflètent l'aspect du continent et la manière dont s'y voit représenté. Pode me ajudar. De l'autre, la critique culturelle a construit une tradition essayiste dont la réflexion était profondément marquée par les questions d'identité
qui ont toujours reflété de certaines formes à l'ancienne dialectique de le local et de l'universal. Et dans notre terme, comment l'impact d'entrée de notre culture dans la modernité sera produit. On peut sembler de se réfléchir sur l'impact de la modernité à un moment où on réfléchit sur l'effet homogénéisateur de la mondialisation sur les cultures périphériques, un moment où nous vivons en pleine postmodernité d'une époque où nous sommes submergés par la communauté imaginaire, dont les sein des nations et le nationalisme sont continuellement révisés. La réflexion de la chilène Anne Pizarro, dans son livre El Sur los Trópicos, de 2004, nous aide dans notre tâche de penser. La pluralité des objets qui exigent l'attention du chercheur aujourd'hui, quand depuis les fins des années 60, un changement épistémologique de l'objet d'étude en lieu et qui rapidement se sont imposés les phénomènes relatifs aux transformations des décennies suivantes, impliquant la construction d'un champ d'études de plus en plus complexe. Les échos avant-gardistes se sont fait entendre simultanément dans un endroit sans lien entre eux, dans presque tous les pays du continent, et à partir de la textualité, c'est ça? Des textualités se sont configurées qui ont stimulé la littérature et la pensée critique qui naît et va à pair avec elle. Il s'intéresse de noter que les moments d'explosion de l'avant-garde, les formes particulières que les nouveaux poétiques ont acquises l'ont presque toujours été d'accord avec les caractéristiques culturelles, politiques ou ethniques en chaque pays, marquant ainsi le lieu avec le sein du local. En Argentine, la vigueur de la poésie de Borges, par exemple, il y a seulement 2 exemples, le Brésil et l'Argentine, parce que les tests total qui sortira un livre. J'étudie beaucoup d'exemples de différents pays, de différents types de langage, la peinture, la poésie, etc. La narrative, En Argentine, la vigueur de la poésie de Borges et d'Oliverio Girondo a reçu au pays une place de protagoniste dans le cœur de l'avant-garde et poussant dans les limites extrêmes la question du régional de l'universal, avec la polémique entre les courants Boedo, adapte d'une poésie davantage tournée vers une littérature instrument de transformation sociale, et Florida, qui défendait les postures plus esthétisantes. Au Brésil, la polémique n'est pas été un reste, et nous connaissons bien les rites et les mythes créés par le modernisme brésilien, surtout représentés par le personnage emblématique de Mário Ioso de Andrade. La riche production esthétique du Brésil des années 20 est également maintenue sur la subtile frontière entre ce qui était profondément relié au mouvement européen de l'époque et l'intense recherche d'une scène nationale, surtout exprimée par les innombrables manifestes d'Oswald et Mário, les principaux porte-parole du mouvement. Pour souvent, notre objectif de systématiser les différentes notions identitaires qui servent de point de repère à notre étude de culture et de littérature latino-américaine, nous pouvons remarquer qu'une série de nouveaux facteurs et de conditions historiques et sociales ouvrent toute
une gamme de nouvelles lectures, de nouvelles définitions et tentatives de capter les multiples j'entends différentes langues, hein. Parce que ces mots, c'est les mêmes en anglais, français, portugais, en espagnol. Deixa eu voltar. Onde é que eu estou? La vigueur culturelle continue de discussion. Ah non, okay. Toute gamme de nouvelles lectures, nouvelles définitions et tentatives de capter les multiples identités du continent. Les vigueurs culturelles du continent, les discussions sur les canons et corpus, l'inclusion de nouvelles textualités, surtout celles liées aux coutumes de masse, aux devoirs des subalternes les régions de culture déplacées, comme est le cas des latinos aux États-Unis, nous oblige à chercher de nouveaux paramètres pour penser les identités et exige de constantes relectures des paramètres encore en vigueur. À partir des profondes transformations socioculturelles des années 70, d'entrée de l'Amérique latine dans le monde de la communication numérique et de l'industrie des biens culturels, de nouvelles définitions identitaires se confirment et trouvent place en leurs revendications. Lorsqu'il étudia les stratégies d'entrée et de sortie de la modernité, Nestor Garcia Canclini a confirmé le diagnostic que si on cherche à comprendre en temps de modernité, c'est qu'aujourd'hui est la mondialisation. La mondialisation, c'est que nous vous regardons tous les jours dans les écrans de TV, la même TV regardée par les millions de personnes dans les villages indiens d'Amazonie ou sur les autres plateaux des Andes, dans la Pampa Gaúcha, dans les sertões du nord-est brésilien, dans les llanos vénézuéliens, dans les îles des Caraïbes, dans les grandes métropoles de tous les continents. Si les contacts avec cette culture qui nous arrive à travers de la communication de masse est mondialisée, aurons-nous la moindre chance de conserver notre culture dans toute son hétérogénéité, ou cette culture sera-t-elle définitivement écrasée sous les rouleaux compresseurs de la homogénéisation? L'apparente sauvegarde de formes culturelles traditionnelles, comme la fête de Saint-Jean, de Bumba Meu Boi dans le nord-est brésilien, ou son équivalent en l'Amazonie, aujourd'hui transformé en grand festival qui atteint millions de touristes, font-elles désormais partie de l'agenda économique et correspondent-elles au mouvement de sauvegarde des cultures populaires ou de homogénéisation mondialisée? Il est possible que notre identité se maintienne le lieu où valeurs traditionnelles ou les flux d'incorporation produits par la mondialisation, tant dans les cultivés et des danses populaires, vont finalement provoquer des changements et donner naissance à une nouvelle identité. Et que dira de la rapide avec laquelle le réseau social qui a gagné tout le Brésil entraînant un changement dans les comportements culturels sociaux. Quel impact la mondialisation provoquera-t-elle sur notre culture et quelle réponse sera-t-elle capable de fournir? Les récentes revendications d'hygiène en Bolivie en faveur de la nationalisation des gaz naturels
et l'élection d'un président d'origine prolétaire et autochtone sont-elles des réclamations d'identité économique, identitaire économique ou de nouveaux cris de la minorité exclue du processus de modernisation et de distribution des revenus? Et les tensions permanentes sur l'usage du sol en Amazonie que l'on voit quotidiennement dans la média élargissant, pour favor, la connaissance des conflits auparavant des relègues au pouvoir local. Quand les grandes chaînes de télévision comme Globo produisent des programmes axés sur le régional comme la mini-série Med Maria, Amazonia, ou la dernière, Velho Chico, et exportant en même temps de nombreuses telenovelas et des contenus nationaux, devient-elle des agents de mondialisation sans frontières ou en réalité aident-elles de sauvegarder les traditions locales? C'est sur ces interrogations que je termine mon intervention en répondant à la question initiale. Quelle est la place de la culture en Amérique latine? Historiquement, nous avons toujours vécu d'un double mouvement de cheminement vers la modernité, tout en cherchant de sauvegarder le lieu perdu avec les traditions. De notre part, nous chercherons à la fois de construire notre identité fondée dans les valeurs régionales et nationales, tout en aspirant à être universel. Il me semble que le moment est pas de la réflexion et l'inquiétude et la recherche et au questionnement. Pardon. Les questions, s'il vous plaît, en espagnol. On gardera les questions pour la fin, comme on a fait jusqu'ici. On va écouter notre collègue. Je vais donner donc la parole à M. Eduardo Coutinho, professeur de littérature comparée à l'Université fédérale du Rio de Janeiro. Il a enseigné aux États-Unis, à Cuba, en Argentine et en Allemagne. Oui. Membre du Conseil de la culture de l'État du Rio de Janeiro et membre fondateur de l'Association brésilienne de littérature comparée. Il consacre sa recherche à la littérature latino-américaine contemporaine. C'est bien ça? Merci. Merci beaucoup. Je remercie aux organisateurs de ce congrès l'opportunité d'être ici. C'est un grand plaisir pour moi. Je suis habitué à présenter mes travaux hors du Brésil, en anglais ou en espagnol. Moi aussi. C'est un défi pour moi de les présenter en français. Mais comme j'aime des défis, je le vais faire. En Amérique latine, continent profondément marqué par un long processus de colonisation qui perdure encore sur le plan culturel et économique, la construction des canons littéraires nationaux est toujours allée de pair avec le processus de formation et de consolidation des nations. D'où les soucis présents dans la production littéraire de chaque pays latino-américain de spécifier la singularité et de la définir par des traits qui la démarqueraient des autres nations du continent et de ses racines européennes. Toutefois, ce souci s'est toujours exprimé dans une perspective ontologique qui donnait lieu à une identification entre l'État-nation et la production, et sa production, où cherchait à constituer un corpus littéraire qui soit une fidèle expression de l'esprit national, une sorte d'entité abstraite, homogène, qui a été désignée par brésilianité, argentinité, mexicanité et ainsi de suite. Récemment, pourtant, ces concepts sont remis en cause, car on commence à les voir
comme des constructions historiquement localisées résultant d'intérêts politiques particuliers. Les soucis d'affirmer et de définir une identité culturelle à l'image de la nation donnent alors lieu à un véritable questionnement qui met en échec les caractères hégémoniques de ces constructions et s'oriente vers une pluralité de voies, toutes provisoires et instables. En partant de la révision critique des concepts tels que nation, identité et littérarité, à la lumière des contributions apportées par la déconstruction, les études culturelles et postcoloniales et le multiculturalisme, entre autres courants de pensée, ce texte propose une discussion sur la définition des identités présentes dans la littérature d'Amérique latine. J'avais une part sur la question coloniale, mais je vais laisser cette part. Tout comme dans la situation coloniale, l'imaginaire culturel s'est construit en contrepoint pendant la phase d'émancipation politique des pays latino-américains qui correspondent, dans la plupart des cas, à la première moitié du XIXe siècle. D'une part, il y a une conscience croissante du besoin de développer un discours à soi qui rende compte des problèmes spécifiques du continent. Et de l'autre, la difficulté de s'éloigner des modèles européens présents à toutes les instances de la vie sociale, économique et culturelle. Les nations américaines avaient conquis leur indépendance politique, mais les projets nationaux avaient été conçus à la lumière des référentiels européens. Les dirigeants politiques et intellectuels de l'époque, immergés dans l'encyclopédisme et profondément influencés par la culture métropolitaine, ont construit les fondements de nouvelles nations sur le niveau hégémonique contre lequel ils s'étaient rebellés auparavant. Leurs codes de loi, leurs formes d'organisation politique et sociale, tout a été calqué sur les thèses de l'illuminisme, des progrès et des libéralismes. Encore une fois, malgré la réaction d'un plus grand nombre de penseurs qu'à l'époque coloniale, le regard européen s'est retrouvé en première ligne des réflexions sur l'Amérique latine, mais cette fois avec l'introjection de la figure du criollo et des classes dominantes qui avaient commandé les processus indépendantistes. L'un des symptômes peut-être le plus évident de la présence insistante de ce regard est le déplacement constaté en Amérique latine du modèle culturel de l'Espagne et du Portugal en faveur de la France. Un tel déplacement ne signifie pas seulement une forme de réaction des ex-colonies envers les racines métropolitaines, mais également une forme de pénétration dans le processus de modernisation que la France représentait alors en tant qu'axe de la culture occidentale. À partir de là, la France est devenue le grand référentiel extérieur de la culture latino-américaine. Son point d'appui des rencontres et des désaccords, et se convertira en thème et objet de mystification. La relation avec sa culture fera émerger diverses attitudes, souvent contradictoires, toujours conflictuelles, mais jamais totalement abandonnées. Même dans la seconde moitié du XXe siècle, sous l'hégémonie économique exercée par les États-Unis. C'est de France qu'on emportera les grands modèles culturels qui guideront la vie latino-américaine. À partir de cette période, c'est de là que viendront les principaux courants de pensée et les expressions les plus significatives des arts en général et de la littérature. L'indépendance politique de la plupart des pays latino-américains
survenu au cours des 3 premières décennies du IXe siècle, a donné lieu à une vague patriotique dans le milieu intellectuel de l'époque. On peut l'interpréter comme le désir de doter les nouvelles nations de ce que Antônio Cândido a défini de forme appropriée en ce qui concerne le Brésil comme une littérature équivalente aux européennes, qui exprime de manière adéquate sa propre réalité, autrement dit, une littérature nationale. Pardon. À cette époque troublée de la vie latino-américaine, la littérature faisait partie d'un effort constructif plus ample. Elle visait à contribuer à la grandeur des nations nouvellement formées. Elle était le soutien nécessaire. Elle était le soutien nécessaire pour projeter l'image des nations et devait présenter son propre profil. Construire une littérature nationale est donc devenu une sorte de mission pour les écrivains d'Amérique latine, qui se sont alors lancés à la recherche des aspects qui pourraient conférer une spécificité à leur production, qui la rendrait différente et, de par cette particularité même, la situerait à la hauteur de ce qui se produisait en Europe. Toutefois, dans l'ardeur d'esquisser ce qui devait devenir une littérature originale, ces écrivains sont tombés dans des contradictions qui ont apporté une touche spéciale à la production de l'époque. Des mouvements esthétiques européens étaient emportés par l'intelligence latino-américaine et transformés de forme significative au contact du Nouveau Monde. Mais la vision du monde qui les avait engendrés restait souvent inaltérée, occasionnant d'indissolubles dissonances dans les discours littéraires. On affirmait des valeurs locales à travers les regards intégrés de l'Europe, et on défendait la construction de nouvelles traditions en se référant aux anciennes racines. Le romantisme, mouvement dominant en Europe à cette époque-là, n'a pas été à l'abri de ces contradictions. Emporté par les élites intellectuelles latino-américaines, il a subi une transformation expressive dans le nouveau contexte. Mais il a gardé, au fond, une grande identité avec les idéaux européens qu'il avait mis en forme. Fidèle à ce postulat de base qui exaltait l'originalité et la singularité, tant sur le plan personnel que collectif, le nouveau style a encouragé en Amérique latine le culte des éléments locaux, depuis la faune et la flore tropicaux jusqu'à la configuration du type indigène, érigé un biais exotique qui précisait la position ambiguë de l'intellectuel latino-américain, dont la formation se fondait sur des institutions à l'européenne. L'indianisme peut être l'aspect le plus expressif et le plus nationaliste du romantisme en Amérique latine, bien qu'également originaire de l'Europe, a été le principal exemple de ces contradictions. Surgit avec Chateaubriand comme une concrétisation de la théorie rousseauiste du bon sauvage, l'idéalisation de l'indigène qui découlait en France de la condition d'homme naturel en opposition aux civilisés, gagne une nouvelle portée dans certains pays d'Amérique latine, et en particulier au Brésil. L'Indien n'est pas seulement un élément autochtone, mais aussi l'habitant de la terre à l'époque des découvertes, donc le représentant d'un passé qu'on voulait glorifier.
Et par la fusion de ces deux aspects, autochtone et historique, il devient le terme différentiel par excellence de l'identité latino-américaine en opposition à l'élément occidental, européen et africain, et se dresse comme une espèce de symbole. Il est l'élément national avant tout. Pourtant, dans les pages littéraires, en dépit de son exaltation, il ne se débarrasse pas des contradictions avec lesquelles il a été conçu et se présente comme une figure mixte. Par son apparence physique, il est l'habitant du Nouveau Monde, l'Américain, mais il correspond par ses valeurs à une copie stylisée d'un modèle européen, le chevalier médiéval, anachronique et étranger à son contexte. À l'époque du romantisme, après l'indépendance, on s'est fortement soucié de la construction de l'identité dans les nations qui émergeaient et dans les processus de formation où les intellectuels jouaient un rôle majeur. Mais dans les années 1920, la question était au cœur de débats culturels au point de devenir l'un des emblèmes du début de l'avant-garde, comme Oswald de Andrade l'a si bien exprimé de manière parodique dans son manifeste anthropophage, avec la formule « to be or not to be ». À cette époque de recherche consciente et systématique de l'identité, où la dépendance culturelle et économique était un frein à l'intellectualité locale, et où la littérature avait déjà formé un canon, une tradition, les postulats qui avaient constitué jusqu'alors l'image des diverses nations du continent font l'objet d'une grande révision critique. Contrairement au romantisme, les mouvements d'avant-garde sont nés de l'assimilation des aspects des divers courants de la dite avant-garde européenne et à cette importation multiple, accompagnée toutefois d'un filtre critique, s'en est ajouté un autre, la lecture critique de la tradition latino-américaine elle-même, surtout de la période romantique, le moment crucial de l'affirmation de la nationalité. Il résulte de ce processus habile et minutieux qui pourrait être représenté par exemple par l'image de l'anthropophagie centrale dans le modernisme brésilien ou de la transculturation créée par le cubain Fernando Ortiz et appliquée à la littérature par Ángel Rama. Un discours littéraire à la fois affirmatif et critique qui remplace la naïveté romantique par des teintes de forte parodie, même s'il est encore soucié d'une perspective ontologique, la construction de l'identité des divers pays latino-américains. Malgré ce ton critique qu'on retrouve à la base de tous les mouvements d'avant-garde en Amérique latine, de l'ultraïsme de Borges et du créationnisme de Huidobro au modernisme brésilien, la question de l'identité culturelle et nationale a encore été abordée par ces mouvements dans une perspective ontologique, ce qui explique en grande partie le fait qu'ils aient été suivis par une série de mouvements régionalistes de type engagé qui avaient pour but de dénoncer la réalité sociale et économique du continent. L'indépendance politique se trouvait déjà consolidée dans la plupart, sinon dans tous les pays latino-américains. Mais la dépendance économique et culturelle était encore un lourd fardeau. Ainsi, fortement influencé par ce que Jean-François Lyotard appelait les grands récits de la modernité, qui ont eu à l'époque une forte répercussion, et surtout le marxisme, les intellectuels d'Amérique latine ont développé un goût prononcé pour des questions locales, qui allaient prendre la forme dans le domaine de la littérature de ces mouvements régionalistes.
des cycles comme celui des gauchos et de la jungle en Amérique hispanique, par exemple, les mouvements indigénistes dans les pays andins, les romans de la Révolution mexicaine et les romans du Nord-Est au Brésil. Dans tous ces ouvrages, la région était traitée comme un problème. Elle était le théâtre de conflits et de disputes sociales et économiques, et constituait de ces faits un contexte multiple et dynamique. Cependant, le souci de définir son profil par un ensemble de caractéristiques spécifiques lui conférait une sorte de dimension statique qui la montrait comme une entité naturelle. En outre, elle était presque toujours abordée sous une optique monolithique qui neutralisait d'importantes différences. La région était un tout homogène, défini par une somme de labels ou de stéréotypes, et ses habitants étaient toujours traités comme des types ou des représentations abstraites du contexte où ils vivaient. Cette perspective statique et monolithique qui mettait l'accent sur la région ou, à plus grande échelle, sur la nation, en attirant l'attention sur ces différences, a joué un rôle considérable jusqu'au milieu du XXe siècle, dans la mesure où elle a constitué une forme de résistance culturelle contre le pouvoir homogénéisateur de l'impérialisme en Amérique latine. Toutefois, la vision totalisatrice qu'elle fournissait des diverses régions ou nations a souvent été critiquée par la suite, et les canons littéraires de chacune de ces nations, construits à la base sur l'idée d'affirmation nationale, sont sérieusement remis en question maintenant. Avec la critique des grands récits formulés par les philosophes post-structuralistes français et plus tard par les défenseurs du postmodernisme dans tout l'Occident, et avec les questionnements des notions d'identité et de nation qui ont été considérées comme des constructions discursives et par conséquent comme des conseils historiques et flexibles, les contradictions présentes dans la construction des différentes littératures nationales latino-américaines sont devenues évidentes. Érigée dans le but de différencier chaque nation des autres du continent ou de leurs sources européennes, ces canons avaient pourtant été entièrement construits sur des références européennes. Ils ne comprenaient que des œuvres produites par l'élite intellectuelle dont l'éducation avait été établie sur des critères européens et excluaient tout genre de production qui ne correspondait pas à ces modèles. Ainsi, tout ce qui pouvait être assimilé à la production populaire ou à la production des minorités défavorisées, communautés indigènes ou africaines répandues sur tous les continents, était exclu du courant de la dite littérature nationale et relégué au second plan, en général sous l'étiquette de folklore. La prise de conscience de la condition de discours de ces concepts, qui avaient été les piliers de la formation des canons littéraires, et de ces faits, la déconstruction de la perspective idéologique présente dans la construction de diverses littératures latino-américaines, a engendré sur le continent une véritable bataille autour du canon qui a radicalement changé la vision établie. En considérant l'identité maintenant, selon les mots de Stuart Hall, comme une production jamais complète, mais toujours en formation et qui a toujours constitué de l'intérieur et non de l'extérieur de la représentation, et la nation comme une communauté imaginée, d'après l'expression de Anderson, Benedict Anderson, l'idée d'un modèle unique et officiel a été abandonnée et remplacée par la notion de structure ouverte, suffisamment flexible afin d'inclure
un spectre de possibilités qui varie, en accord avec des circonstances historiques différentes. Selon cette vision, le canon littéraire n'est pas une entité fixe, naturelle, mais une construction comme une autre, idéologiquement marquée et sujette à des intérêts d'ordre éminemment politique. Il est ainsi variable et entièrement dépendant du regard qui lui donne sa forme. En assumant ce regard, les intellectuels latino-américains se sont mis à envisager la question sous une perspective multiple et le résultat a été surprenant. Toute cette ample production, jusqu'alors exclue de l'orbite de la littérature, a alors été prise en compte et est devenue un objet d'étude, y compris dans les milieux académiques. C'est le cas, pour ne citer que quelques exemples, de langues encore vivantes, telles que le quechua ou le guarani, de la production en créole dans les Antilles françaises, des formes dites populaires comme le corrido mexicain et le cordel brésilien, de la tradition orale ou compilée, comme celle des légendes mayas. Cette ouverture du canon, pour ainsi dire, est sans doute un phénomène qui s'est confirmé dans tout l'hémisphère occidental au cours de la seconde moitié du XXe siècle. Et son importance en Amérique latine a été vraiment significative, dans la mesure où elle a fait entendre une série de voix forcées de ces terres pendant des siècles. Des communautés indigènes ou africaines dont la production n'avait jamais été prise au sérieux ont commencé à être étudiées dans des institutions académiques. On a créé des centres spécialisés pour le développement de ces études. De nouveaux groupes d'immigrants d'origines diverses, mais surtout européennes et asiatiques, ont également vu leur production étudiée. Et dans les universités, de nouveaux domaines de spécialisation ont fait leur apparition. Les études sur la femme sont devenues un terrain de recherche respectable et les discours sur la littérature, théorie, critique et historiographie ont acquis un nouveau regard qui met à bas les anciennes barrières entre la littérature et les autres domaines de la connaissance, surtout l'anthropologie, la sociologie, l'histoire et la philosophie. En somme, on a mis l'accent sur l'hétérogénéité de la culture du continent et des concepts tels que ceux de littérature nationale, forgés dans les milieux académiques européens et fondés sur des notions d'unité et de cohésion, qui ont servi des intérêts spécifiques à un moment historique donné, se sont révélés un ADK pour exprimer la réalité culturelle hybride d'un continent où des nations comme la Aymara, par exemple, ont été divisées par l'imposition arbitraire des frontières politiques. Mais la grande contribution découlant du remplacement des macros par des micro-récits dans le panorama culturel de l'Amérique latine est la prise de conscience de l'importance des différences contextuelles. Importées d'Amérique du Nord, où des luttes pour les droits des minorités sont conquis des espaces de plus en plus grands à partir des années 1960, l'étude de la production de ces groupes a acquis un autre aspect en Amérique latine, dans la mesure où elle s'est associée aux luttes des classes sociales. Cela est très clair quand on observe que toute tentative de restructuration du canon littéraire de tout pays latino-américain est toujours axée sur l'inclusion des formes de la culture populaire, mise à l'écart par la veine érudite de la tradition littéraire. Il faut noter que la priorité de ces formes ne se fait pas au détriment de l'importance donnée
à des questions d'ordre essentiellement ethnique et culturel, car il est souvent impossible de séparer nettement ces deux domaines. Comme dans le cas du prestige permanent sur le continent de la langue écrite sur la langue orale, ce qui a causé l'exclusion radicale des cultures orales des peuples indigènes et africains. Mais ce qui a prédominé en toute instance, au moins comme cadre de référence dans la constitution des canons littéraires, ce sont des oppositions comme celle entre érudites et populaires, qui excluaient de la voie principale la production de régions moins reconnues. Le facteur socio-culturel est si significatif dans le contexte de la production latino-américaine qu'il a imprimé sa marque tant dans les études sur la femme que sur les groupes ethniques culturels. Par exemple, parler de la production féminine en Amérique latine ou de la production culturelle d'une communauté indigène ou africaine est bien différent de parler des mêmes sujets en Amérique du Nord. Le problème devient évident si on examine les abordages les plus fréquents dans les études réalisées dans les deux hémisphères. Les différences historiques considérables dans les deux cas ne peuvent être laissées de côté, et c'est cette conscience qui est à la base des études actuelles sur le continent. Les changements d'optique vérifiés au sein des études latino-américaines qui sont passés de la préoccupation de construire une littérature nationale pour soutenir l'identité du pays à celle de représenter la diversité ou l'hétérogénéité des pays est peut-être la caractéristique la plus remarquable de ces études au cours des dernières décennies. Et le meilleur exemple de ces changements se trouve dans l'historiographie littéraire, qui en abandonnant son sceau de compilation progressive, soumise au modèle d'une littérature nationale, s'est mise à contempler les différentes formes de production culturelle qui ont fleuri dans ce contexte. Comme l'identité ne peut plus être saisie dans des termes ontologiques, mais plutôt comme un concept multiple, en constante mutation, et la nation s'est révélée un schéma comme d'autres, fondé sur d'autres références telles que l'ethnie, la religion ou la langue, l'histoire littéraire a abandonné ses piliers traditionnels et est devenue l'articulation des systèmes à la fois imbriqués, superposés et dynamiques. Et c'est une discipline sous le signe de la pluralité et du dynamisme qui vient exercer aujourd'hui en Amérique latine sa tâche de redéfinition d'identité. Merci beaucoup. Merci pour le défi relevé. Des questions? Oui, oui. C'est une question pour Livia Reis. Alors, Livia, je vais te poser la question en français, alors vous pouvez nous répondre dans la langue que vous voulez, bien sûr. D'accord. Et puis, justement, en pensant aux singularités culturelles aux Amériques et l'hétérogénéité caractéristique de ces singularités culturelles aux Amériques face à la menace de l'homogénéisation représentée par la mondialisation états-unienne, européenne et de l'Occident, vous ne pensez pas que si on prend par exemple l'imprévisibilité comme conséquence, l'imprévisibilité d'Édouard Glissant comme conséquence du processus de son concept de créolisation culturelle aux Amériques, que cela produit déjà aux Amériques créoles, que cela nous donne déjà des différentes possibilités de réponse à ces différents questionnements que vous avez posés dans votre texte par rapport à ce défi
représentée par l'homogénéisation. Parce que dans les différentes constructions des discours littéraires aux Amériques, il y a, à mon avis, des différentes réponses par rapport à ce défi homogénéisant. Et si on prend aussi le concept d'anthropophagie d'Oswald de Andrade, repris par Walter Moser dans son concept de recyclage culturel, et aussi par le sociologue Gérard Bouchard dans le concept de construction de l'identité américaine, et ces 4 étapes de construction de ces identités américaines qui sont l'étape de la rupture, l'appropriation, le recommencement et l'émancipation au niveau politique, culturel, linguistique et d'autres. Alors là, je pense qu'on a, pas seulement dans les discours, dans certains discours littéraires, mais même qui ont produit même des esthétiques littéraires, des différentes réponses à ce défi homogénéisant. Ça veut dire qu'on peut déjà trouver certaines réponses dans certains discours littéraires, puisque vous avez cité des différents pays. C'est ma question. Tu ne crois pas que je peux répondre en français? En portugués. No, yo voy a contestar en español. Yo creo que es mejor. La verdad que no es para contestar. Él nos ha dado casi que otra charla, ¿no? Y entonces no es para contestar, es para conversar, para hablar junto, ensemble. Y creo que sí, que estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, y creo que todo lo que corté en mi charla para poner en los 20 minutos, yo citaba muchos de los autores que has hablado, y como Eduardo los ha retomado muchos de ellos. Claro que tú ahora también te has fijado más en los autores francófonos del Caribe francés. Y yo naturalmente hablé de Edouard Glissant, pero no hablé de Gérard Bouchard, no hablé de todos los antillanos que han escrito en francés, exactamente para discutir la cuestión de esta heterogeneidad. Y la verdad que yo dejé una cuestión. ¿Cómo funciona toda esta tradición del discurso literario que Eduardo nos ha explicado tan bien, paso a paso, y que la parte que yo no hablé, una parte grande, él habló, o sea, que de Rama, o sea, que todos los pensadores latinoamericanos que has propuesto, junto con otros de origen francesa, casi todos los tuyos, junto con los hispánicos, como Rama o Antonio Cándido, y, o sea, a partir del modernismo o del simbolismo, el modernismo hispánico, Eduardo ha puesto esto, lo que mi parte que estaba así, como que histórico, ¿no? Una visión histórica, es que cada uno de estos escritores, de estos pensadores de América Latina, han intentado producir un discurso que de una manera u otra tratan de esta heterogeneidad, y los más recientes intentan buscar comprender cómo esa heterogeneidad cultural que está puesta en el discurso literario latinoamericano, cómo esto se puede contestar, responder a los reclames identitarios en un momento de homogeneización cultural de la globalización. O sea, que no es una respuesta, es para seguir hablando. Y si Eduardo, yo creo que Eduardo puede... Cornejo, estaba aquí también. Cornejo con la heterogeneidad, Rama, bueno, varios, tú has citado varios, y toda la transculturación, la heterogeneidad, Stuart Hall, él habló de Stuart Hall. O sea, que todos, incluso los discursos, que también son importantes, discursos caribeños en español, que hay, ¿no? Ortiz, todo empieza más o menos en Ortiz. Ortiz, y la misma manera que Ortiz, sin conocer
ha desarrollado, o sea, nosotros, ¿no? Hemos leído Ortiz junto con Freire, de la misma manera que Rama junto con Cándido. O sea, que son discursos sobre la producción del discurso latinoamericano, que la verdad que todos estos escritores, sean ellos de origen brasileño, hispánicos o antillanos, francófonos o hispánicos, que producen este cruce de discursos. Creo que es esto. ¿Me han comprendido? ¿Ven cómo yo hablo mejor en español? Gracias. Eduardo, se quiser complementar. Me sinto mais fácil. Sim, mais perguntas? Ai, tomara que seja para o Eduardo. Chega de falar. Tô Com dificuldade de falar. Sim. Uma gripe terrível. Sem voz. Je vous pose la question en français et puis vous pouvez Oh, que répondre merci, en pas espagnol de ou problème. en Nous portugais, comprenons. comme vous le souhaitez. Je voudrais savoir, c'est une question beaucoup moins théorique, hein, très factuelle. Il existe en France des études en linguistique qui s'intéressent aux productions les plus populaires et donc qui vont s'intéresser aux paroles de musique populaire dans des institutions universitaires. Hein. Et donc ces minorités, ces musiques des minorités ou de certaines communautés ont passé les portes de l'université, en quelque sorte, dans le cadre franco-français. Et donc je me demandais ce qu'il en est au Brésil ou dans d'autres pays d'Amérique latine. Est-ce que nos confrères brésiliens étudient les paroles du baile funk à Lua Ferjota ou ailleurs? Quer falar? Puedo contestar en español, Claro, claro. porque si no puedo no contesto en nada. me callo para siempre. Bueno, sí, creo que no solo en UFRJ, en varias partes de Brasil en el momento se produce mucho a partir de todas esas cuestiones de identidad latinoamericana. Hoy se trabaja mucho. Yo hablé rapidito, pero de las telenovelas, de las series, de la música. Yo mismo tengo un texto publicado sobre rap, o sea, que cómo el rap dialoga con las novelas, por ejemplo, Ciudad de Dios. La novela, ¿no? De Ciudad de Dios. Mucho antes de la película que salió después, Ciudad de Dios se puede establecer un diálogo muy rico con toda una textualidad, llamar así, para no entrar en la discusión de literalidad. Una textualidad de las márgenes, ¿no? No solo de las márgenes que más hablamos aquí, de indios y comunidades periféricas, o sea, no solo de minorías étnicas, pero sobre todo de comunidades periféricas, que infelizmente no son minorías como productoras de discurso. Y yo creo que a partir de los estudios culturales, que este tipo de estudio está muy en moda en Brasil. Y siempre, yo mismo ahora tengo una doctoranda que trabaja na loucura. Novela mexicana, intentando ver la cosa del folletín de la novela mexicana, que es totalmente telenovela, ¿no? No novela de leer, telenovela. De la telenovela mexicana, que es mucho más, es un tipo de folletín. Ella intenta aproximar del romanticismo brasileño, que también se produjo como folletín, que hay el libro de Marlis Maia, muy importante, que trabaja sobre esto. O sea, que como la telenovela brasileña se han construido otro paradigma de folletín, pero que la mexicana se aproxima más al romanticismo clásico. Vamos a ver lo que sale de esta tesis. La chica todavía está estudiando. Pero la verdad que cuando empezaron a surgir, lo que habló Eduardo también, este tipo de textos periféricos que empezaron en este movimiento de creación del nuevo canon de la literatura latinoamericana,
han abierto las puertas al estudio de todo tipo de texto, que yo costumo llamar de textualidad, para no entrar en otro tipo de discusión, de calidad, de literariedad, qué sé yo, pero que son textualidades. En Brasil hay muchas textualidades, poesía y buena cosa escrita, ¿no? Ahí en São Paulo, en Río, hay grupos estudiando esta textualidad, no solo de mujeres indígenas y comunidades quilombolas, que se llaman, ¿no? Los de origen africano, pero sobre todo todos estos, y más los blancos y todas las, independiente de las etnias, pero la huella, ¿no? La marca es el discurso producido en las periferias. Eduardo quería hablar. Si les adeptes de discours, des études, les adeptes des études culturelles reconnaissent la spécificité du littéraire. C'est qu'ils questionnent la hiérarchisation. La hiérarchisation. Oui, de ces discours. La hiérarchisation qui se fait dans la hiérarchisation entre les discours littéraires et les autres populaires. Discours littéraires. De origem A popular. aura do discurso literário, né? Sim. Oui. Aí volvemos a Benjamin com a aura, não? Creo que sí. Foi um complemento. Merci. Bueno. Une autre question? On va Estamos clore todos estão le muito cansados. colloque. Tout le monde est fatigué. Nous avons un combattant là. Merci beaucoup Merci. à Olivier.